la dernière carte blanche de la journée qui sera donc tenue par Jean-Marie Charon, sociologue des médias, et qui va revenir sur un travail important qu'il a réalisé depuis la crise des Gilets jaunes auprès des journalistes, à travers une démarche très, très construite et très importante dont il va nous parler à travers sa carte blanche. Jean-Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, donc rebonjour à tous. Peut-être je vais revenir sur le titre de la carte blanche, puisque d'une certaine manière, elle fait un lien avec la table ronde que nous avons animée avec Jacqueline Papet. Pourquoi journalisme ordinaire? Eh bien, ce matin, nous avons parlé du journalisme du coin de la rue ou du journalisme de tous les jours, parce que c'est vrai que très fréquemment, la question des risques, et notamment des risques du terrain, est associée à effectivement de grands événements, des événements souvent de guerre civile, de mouvements sociaux très violents, etc. Et là, la caractéristique du mouvement des Gilets jaunes qui s'est prolongé pendant de très nombreux mois, c'est qu'il a été traité dans de nombreuses régions et qu'il a été traité par de très nombreux journalistes. Alors pour l'aborder, pour appréhender la question de ce traitement, les Entretiens de l'information, qui est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années et dont la vocation est de revenir un peu sur les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent, et puis en partenariat avec, je tiens à le souligner, avec les clubs de la presse de toutes les villes où nous avons organisé nos séminaires. Donc nous avons organisé 6 séminaires qui se sont déroulés entre novembre 2019 et octobre 2020. Et il s'agissait, dans ces séminaires, de travailler avec des journalistes. À chaque fois, c'était entre une grosse vingtaine de journalistes. L'idée, c'était de réunir des journalistes ayant travaillé sur le traitement de ce mouvement, des journalistes de tout statut, donc des pigistes, la pigiste Hélène Henry qui était ce matin avec nous, eh bien elle était dans un de ces séminaires, donc et aussi de toute fonction. On a eu des reporters comme on l'a vu ce matin, mais aussi des spécialistes du social, des spécialistes police-justice, et puis des rédacteurs en chef, des chefs de service, etc. Et alors, l'idée, c'est d'essayer de détacher, de distinguer, par rapport à la problématique d'aujourd'hui, quelques risques qui nous sont apparus assez spécifiques au travail sur ce mouvement. Alors, certains ont été déjà abordés ce matin, certains vont être abordés un peu toute la journée, d'autres peut-être un peu moins. Le premier, par exemple, qui m'avait beaucoup frappé, en entendant les uns et les autres expliquer leur expérience de cette année de travail sur ce mouvement des Gilets jaunes, c'était le sentiment d'impréparation. L'impression de n'avoir rien vu venir, et surtout le fait de s'être retrouvé, je dirais, hors des terrains connus, hors des interlocuteurs habituels. Paradoxalement, parfois leurs interlocuteurs, ils les connaissaient, mais dans un autre registre, pas dans le registre de la mobilisation. Et ça me rappelle ce qu'a dit à la fois Estelle Henry et puis Aline Leclerc, c'est-à-dire le fait que c'est des gens qui n'avaient jamais manifesté, des gens qui ne s'étaient jamais mobilisés. Et effectivement, les journalistes connaissaient parfois ces personnes, mais pas du tout dans le registre de la mobilisation sociale. Quelle importance ça a, cette impréparation? Eh bien, ça a d'abord l'importance du fait que les journalistes n'ont pas compris les codes. Ils n'ont pas compris la virulence des propos, surtout lorsque c'était des personnes avec lesquelles ils s'entretenaient sur d'autres registres. Ils n'ont pas compris non plus souvent la violence des gestes à leur encontre, la violence verbale, mais aussi la violence physique, on y reviendra. D'où une forme de surprise et un sentiment d'imprévisibilité. Aline Leclerc, d'ailleurs, est revenue à plusieurs reprises sur ce côté nous ne savions pas où ça démarrait, nous ne savions pas qui nous avions avec nous. Imprévisibilité, quelque chose d'assez inconfortable et qui débouche sur quelque chose aussi qui m'avait frappé, c'est-à-dire un sentiment de colère.
Colère contre qui? Colère contre une espèce de qu'on reporte contre soi, le sentiment de ne pas avoir été compétent, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, de pas avoir su faire, et puis colère aussi probablement vis-à-vis, je dirais, de la profession, vis-à-vis de la manière dont on se représente la société française, ces espèces de consensus qu'on trouve dans l'information, alors que précisément on n'avait pas vu ce mouvement social. Le deuxième risque, il a été beaucoup évoqué ce matin, c'est celui de la coupure, c'est-à-dire le sentiment que, on était sur le terrain, alors soit reporter, soit spécialiste, soit localier. Il y a beaucoup de localiers de la presse régionale qui ont eu à traiter ce mouvement des Gilets jaunes. Et coupure par rapport à qui? D'abord par rapport à l'encadrement, vis-à-vis duquel parfois on avait du mal à faire passer ce qui se passait vraiment, l'importance des phénomènes, les grilles de lecture qui étaient proposées ou les angles qui étaient proposés et qui ne fonctionnaient pas. Coupure aussi, ça a été évoqué par Aline ce matin, vis-à-vis des collègues, quand on revient à la rédaction, qui ne comprennent pas vraiment ce que l'on a voulu faire passer, et puis coupure plus généralement parfois pour certains vis-à-vis de la rédaction, à un moment donné, le sentiment de s'être retrouvé un peu en porte-à-faux, à l'écart par rapport à la tonalité de ce qu'était la représentation du mouvement dans la rédaction. Et puis la coupure, elle s'est parfois aussi exprimée vis-à-vis, je dirais, de la tonalité du traitement du mouvement. Ça a été par exemple le sentiment d'être complètement à contre-pied de ce qui était diffusé sur les grandes chaînes de télévision et plus particulièrement sur les chaînes d'information continue. Ça a été aussi le sentiment parfois d'une coupure vis-à-vis du traitement même du mouvement par son propre média. C'est-à-dire que les éditorialistes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de spécialistes qui pouvaient, dans la rédaction, traiter du mouvement, en parlaient dans des termes qui ne correspondaient pas forcément à l'expérience qu'en avaient ces journalistes sur le terrain. Et puis, coupure aussi, qui parfois s'est exprimée et dans des médias très différents, aussi bien en presse régionale que dans une agence de l'AFP, par exemple, je me souviens, la hiérarchie qui ne voulait pas aller sur ce terrain, des spécialistes police-justice qui ne voulaient pas aller sur le terrain parce que quelque part ils avaient le sentiment que qu'ils en savaient assez, que leur représentation du mouvement était suffisante. Troisième risque, il a été aussi beaucoup évoqué ce matin, évidemment, c'est l'expérience de la violence. C'est notre titre, cette expérience de la violence, il ne l'attendait pas. Et ça a été très bien dit par Aline Leclerc ce matin. On est arrivé le 17 novembre, on savait pas trop ce qu'allait se passer, et puis très vite, peut-être pas le 17 novembre, mais très vite, le 1er décembre, etc., là, on a vu cette violence, d'abord qui s'est exprimée, je dirais, de la part des personnes qui se mobilisaient, puis ensuite de la part des forces de l'ordre. Mais ce dont on n'a pas beaucoup parlé peut-être ce matin, parce que la violence, on se la représente plutôt lors des manifestations, mais cette violence, ils l'ont touchée du doigt aussi sur les ronds-points. C'est-à-dire que lorsqu'ils allaient lorsqu'un certain nombre de journalistes allaient au devant des personnes qui se mobilisaient, un certain nombre de ronds-points se sont exprimés de manière parfois assez hostile, là encore parfois verbalement, mais aussi physiquement. Ce qui était souvent d'ailleurs très compliqué pour les journalistes, c'est que d'un rond-point à l'autre, l'accueil pouvait être très différent, d'un moment à l'autre aussi. Et là encore, on en revient au phénomène de la coupure que j'évoquais tout à l'heure. La tonalité donnée par le traitement, par votre propre rédaction, pouvait vous mettre en danger au moment où vous vous retrouviez sur un rond-point. Cette confrontation à la violence, elle était totalement, pour beaucoup, totalement inédite, totalement inusitée, n'avait jamais été vécue par eux-mêmes.
D'où un cri du cœur un peu qu'on a entendu de séminaire en séminaire, mais nous ne sommes pas des reporters de guerre, précisément. C'est aussi l'impression, le fait d'être complètement désappointé. Par exemple, Estelle parlait d'avoir dû s'équiper d'un casque ou d'un gilet pare-balles, etc. De devoir travailler avec un matériel qu'on n'a pas l'habitude. Alors ça peut paraître stupide, mais travailler avec un casque, un masque, avec un gilet, etc., totalement différent comme contexte. Et puis, même pour certains, là je pense notamment aux journalistes de France 3, beaucoup nous ont fait remarquer ce caractère, cette caractère tout à fait inusité pour eux d'avoir des gardes du corps avec eux lors des manifestations. Donc cette violence, ils l'ont ressentie, comme je disais tout à l'heure, de la part des manifestants, mais aussi vis-à-vis des forces de l'ordre. Et là, ça a été très bien dit aussi par Estelle ce matin, des forces de l'ordre qu'ils connaissaient, des responsables souvent qu'ils étaient habitués à rencontrer pour d'autres phénomènes et qui n'ont pas pourtant hésité, par exemple, à ordonner des tirs ou à ordonner des charges à leur encontre. Alors, cette violence, pour certains, ça s'est traduit par des blessures physiques. Plusieurs des participants nous ont parlé d'arrêt de travail parce que blessés à un moment donné. Ça s'est traduit aussi par des blessures psychologiques, des phénomènes de burn-out. Par exemple, une journaliste qui travaillait pour BFM dans une petite société de production à Rouen, un burn-out de plusieurs mois derrière, et puis donc des phénomènes, je dirais, de stress qu'exprime d'ailleurs là encore un verbatim, c'est-à-dire chaque samedi, je partais traiter les manifs, la boule au ventre. Voilà. Alors le quatrième risque, il a été aussi évoqué ce matin. Je crois qu'il faut en prendre aussi toute la dimension. C'est le fait d'avoir dû faire face à la durée. Et cette durée, il faut en prendre la dimension, c'est-à-dire pour certains, c'était la semaine sur les ronds-points, c'était le week-end dans les manifestations. Ça a duré des semaines, ça a duré du mois, ça a duré pratiquement une année pour certains. Soit un sentiment, j'y reviendrai tout à l'heure, d'isolement, d'usure, de fatigue, d'épuisement intellectuel. Comment penser ce mouvement multiforme et inédit alors que on n'a pas le temps de s'arrêter, pas le temps de se poser, pas le temps de réfléchir. Et d'où une certaine forme de frustration. Que dire de nouveau? Que dire d'original? Ça peut paraître paradoxal d'être à ce point mobilisé pour un traitement et avoir à ce point le sentiment, je dirais, de ne plus pouvoir réellement en tirer quelque chose. Et certains de nous dire, ça devenait complètement obsessionnel. Je ne pouvais plus dormir, je ne pensais plus qu'à ça. D'où le cinquième, je dirais, le cinquième risque, l'isolement. L'isolement vis-à-vis des collègues, l'impression, bon, je reviens à ce que je disais au tout début, hein, l'impression de ne plus être compris, l'impression de devoir traiter les sujets, se protéger, trouver de nouveaux thèmes, trouver la bonne grille de lecture, mais sans pouvoir trouver d'autres ressources que soi-même. Un isolement aussi vis-à-vis de la famille, parfois d'ailleurs avec des situations qui devenaient périlleuses, je dirais, dans leur environnement familial, et puis l'impression d'être coupé de tout, de la société, de l'environnement social, de ne plus sortir, de ne plus avoir d'autres horizons que ce mouvement. Et certains en parlent d'ailleurs comme une sorte de dessèchement personnel, l'impression d'avoir perdu beaucoup de la capacité à réagir au monde que l'on a autour de soi et aux événements, et finalement une espèce de fragilisation.
enfin, il me semble que le sixième risque, c'est, vous me direz que ça peut paraître évident au regard de tout ce que je viens d'évoquer, mais il est formulé tel quel, c'est-à-dire l'épuisement, c'est-à-dire à la fin, on n'en pouvait plus, une forme d'épuisement à la fois physique, psychologique, intellectuel. C'était, on était au bout complètement de nos capacités. Et cet épuisement, je pense, il a été d'autant plus ressenti par les uns et les autres qu'il s'est souvent doublé d'une amertume qui était celle d'avoir été incapable de rendre compte du phénomène social complexe dont ils étaient témoins. Ça aussi, c'est quelque chose qui était extrêmement frappant dans ces séminaires. C'est autant les gens ont donné le sentiment de s'engager, de donner beaucoup d'eux-mêmes, et autant ils ont eu l'impression d'une certaine impuissance à être capables de rendre compte du mouvement social, du phénomène social inédit, exceptionnel auquel ils avaient affaire. Peut-être aussi, je terminerai peut-être là-dessus, parce que c'est un thème c'est une question qui a été posée ce matin, la question du débrief. Ce qui nous a beaucoup frappé, les uns et les autres qui avons animé ces séminaires, c'est que pratiquement à chaque séminaire, les uns et les autres nous ont dit, mais c'est la première fois, il était tard, hein, je vous ai parlé de novembre 2019 à octobre 2020, c'est la première fois que nous avons l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé, sur la manière dont nous avons travaillé, et de pouvoir en parler entre collègues de médias différents, de fonctions différentes, mais qui ont eu à traiter ce même événement. Et là, je pense que c'est une leçon pour nous tous, l'entretien de l'information, CNMJ, que cette question qui revient de manière régulière, c'est-à-dire, mais pourquoi les journalistes ont tellement de mal, y compris au sein de leur rédaction, à revenir sur ce qu'a été leur pratique, ce qu'ont été leurs expériences, ce qu'ont été leurs impressions dans le vécu des événements.